La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente, et plus encore. Mardi 7 février 2023, jour de grève interprofessionnelle et pourtant nous sommes là pour une nouvelle émission des Plus encore sur H24 Finance, LinkedIn, YouTube mais également sur le site de Et Plus encore. Merci donc à toutes les équipes, notamment les équipes techniques pour leur présence et merci également à nos invités pour leur disponibilité. Réforme Balladur, volonté de réforme Juppé, réforme Fillon, réforme Woerth, réforme Touraine, volonté de réforme Philippe, réforme Borne, Dussopt. Je n'en peux plus, je n'arrive plus à respirer. À chaque fois, on nous dit la même chose, c'est la dernière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je vais quand même tirer une conclusion. Si vous voulez, vous, épargnants, et qui sont vos clients, avoir votre destin en main, j'ai un conseil pour vous, gérez votre patrimoine. Allez, générique, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a très clairement une ligne directrice très financière. Il faut dire que les marchés ont débuté sur les chapeaux de roue. On en parlera dans quelques instants à l'occasion du point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. On en parlera aussi à l'occasion de notre club de la finance autrement avec nos invités Olivier Guillou d'Ecofi et Arnaud Faller de CPR Asset Management. Évidemment, il sera aussi question de certaines joyeusetés réglementaires type SFDR 8 ou 9, préférence en termes de durabilité des clients, et on parlera même d'un nouvel indice CAC 40. La femme dans l'actu sera Hélène Lamont, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneur. On parlera de son groupement et elle aura le choix entre une interview Feu de l'amour ou une interview Alain Souchon. Et puis, naturellement, il est là pour son journal décalé. C'est Georges Delataille. Allez, on attaque tout de suite avec le point marché. Nadine Trémolière, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va tout de suite regarder notre tableau sur les taux d'intérêt. Et pourquoi on commence tout de suite par regarder ce tableau? Parce que la dernière colonne, vous le voyez, c'est fin janvier 2023 avec des Fed Funds à 4,50 et un taux de dépôt de la BCE à 2%. Nous sommes le 7 février. Il s'est passé la semaine dernière avec une hausse des taux de la Fed de 25 centimes et de 50 centimes pour la BCE. Votre réaction, Nadine? Ils n'ont pas fini. Je pense que c'est quelque part un peu le paradoxe du marché, c'est-à-dire qu'on a à la fois des discours des banquiers centraux qui restent quand même toujours très restrictifs et un marché qui est en train de considérer que, alors c'est sûr que la fin de la baisse des taux est plus proche maintenant qu'elle ne l'était il y a un an, mais je trouve que quelque part le discours des banquiers centraux de façon générale, et c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, est quand même toujours relativement restrictif, alors que les marchés commencent à considérer que c'est on va dire un peu la fin. Alors justement, on voit, c'est assez intéressant, on voit le mouvement de baisse des taux longs. Est-ce que vous avez le sentiment que les marchés regardent l'actualité avec des lunettes roses? Oui, complètement, oui, tout à fait. Il y a une vraie dichotomie, à mon sens, entre le discours qui est porté par les banquiers centraux et puis la perception des marchés. C'est vraiment quelque chose qui est... je trouve qu'il y a vraiment une grosse séparation, et on le voit d'ailleurs dans les taux longs. Aux États-Unis, la courbe est inversée de façon importante. Les taux longs continuent à descendre. En Europe, ça s'est un petit peu arrêté de monter, alors qu'on sait très bien qu'on aura encore des hausses des taux. Ok, on passe maintenant tout de suite sur la partie action. Et lorsque l'on regarde la partie action, le phénomène majeur, la colonne janvier est intégralement en vert, et pas qu'un peu, puisqu'on a des progressions qui sont comprises sur les marchés développés aux alentours de 6-7%. Là aussi, comment expliquer ça? C'est l'effet de se dire il n'y aura pas de récession, donc les profits des entreprises vont être bons?
Je pense que fondamentalement, le marché, en 2022, avait peur vraiment de deux grosses craintes. La première, c'est une crise énergétique majeure en Europe. C'est vrai qu'elle a un petit peu disparu. On a eu un été plutôt doux, un hiver, plutôt doux, et jusqu'à maintenant. Et puis, les sources d'approvisionnement ont été modifiées. Et donc, on a réussi à reconstituer les stocks. Donc, cette crise énergétique est un peu derrière nous. Et puis, la seconde partie, c'est effectivement la récession. Et quand on voit les chiffres d'un certain nombre de pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, on a l'impression que on va réussir peut-être, et c'est ça qui rend peut-être les investisseurs beaucoup plus optimistes que ne le sont les banquiers centraux, qu'on va réussir à éviter cette récession et qu'on est dans un ralentissement qui, malgré tout, est pas si profond que ça. Il y a quand même un chiffre, quand on regarde le tableau, qui nous surprend, c'est le chiffre de la Chine, plus 12% sur le mois de janvier. On en parle, vous m'aviez dit à l'automne, au moment du congrès du Parti communiste chinois, il va falloir regarder la Chine. Aujourd'hui, c'est quoi? Parce que, en fait, dans le mouvement qu'on voit sur les marchés développés, il y a quand même un effet taux qui profite aux valeurs de croissance. La bourse chinoise n'est pas réputée, elle est plutôt réputée comme étant value plus que croissance. Comment expliquer ce vif rebond en janvier? Déjà, les investisseurs qui sont revenus sur la Chine alors qu'ils s'en étaient massivement détournés. Si on regardait globalement, le mouvement baissier de la Chine a commencé en février 2021. Il s'est poursuivi jusqu'en octobre 2022. On a perdu pratiquement 60%. Le rebond, effectivement, est violent, mais il est à la hauteur des pertes qu'on avait eues. Je veux dire, on a un pays qui est en train de se réouvrir avec tout ce que ça entraîne, des chaînes d'approvisionnement qui sont en train de se normaliser, une consommation qui commence à se rétablir, même si les problèmes sont toujours là. Mais je crois que c'est surtout le niveau de dévalorisation des actions chinoises qui entraîne ce rebond. Question maintenant sur l'allocation d'actifs. Sur le fond, depuis qu'on suit cette allocation d'actifs, il y a un truc qui a profondément changé, c'est le niveau des taux d'intérêt. On a été avec des taux monétaires qui étaient négatifs, on a été avec des taux obligataires qui étaient négatifs, et j'ai le souvenir que l'un des arguments que vous me donniez pour avoir un socle de fonds en euros majeur, c'est-à-dire on a de la stabilité, on n'a de fait aucun risque en cas de remontée des taux d'intérêt. Est-ce que la nouvelle donne sur les taux d'intérêt vous amène à dire il faudrait changer de stratégie? Ou est-ce que vous vous dites que cette stratégie du fonds en euros, qui pèse aujourd'hui 45%, il a été jusqu'à 50%, il y en a un tout petit peu réduit, mais doit rester le socle de cette allocation d'actifs? L'avantage du fonds en euros, tout le monde la connaît, c'est que malgré tout, c'est une garantie, c'est une stabilité dans le profil de risque du portefeuille. On a, l'année dernière, déjà intégré effectivement un peu plus d'obligataires dans le portefeuille, chose nouvelle. Rappelez-vous, ça fait 3 ans qu'on avait absolument 0 obligation dans le portefeuille. On rentre progressivement des fonds datés. On peut continuer à faire ce mouvement-là, mais c'est vrai que le fonds en euros, on s'aperçoit premièrement nos clients sont très attachés, qu'on a aussi peut-être la perception qu'en 2023, les rendements vont suivre les marchés obligataires, donc vont progresser, et c'est quand même un outil extraordinaire. Ok, vous parliez des fonds datés. La dernière fois que c'était, je crois, il y a 2 mois, vous aviez dit qu'il fallait rentrer des fonds datés. On a vu que depuis 2 mois, les spreads avaient fortement baissé. Je vous ai pas écouté. Je suis un méchant garçon. Est-ce que c'est encore temps de le faire? Oui, je pense qu'effectivement, il y a toujours des fonds, alors peut-être un petit peu plus long terme que les premiers qu'on avait trouvés, qui étaient plutôt des 2024, dans lesquels là, on commence à avoir des rendements peut-être un petit peu plus faibles. Mais on a beaucoup de fonds qui se sont développés, beaucoup d'opportunités. Et à mon sens, ça reste toujours une source de rendement, on va dire, attendu, avec un niveau de défaut des entreprises qui, certes, risque d'augmenter, mais devrait rester quand même relativement soutenable. Ceux qui regardent l'émission et qui regardent les slides et qui regardent les titres des slides constatent le titre du slide, c'est « Nous faisons ce mois-ci un arbitrage en diminuant la position sur les fonds flexibles de 5% au profit de fonds actions ». Déjà, quel type de fonds actions et pourquoi cet arbitrage ? On avait des fonds flexibles qui nous avaient très bien protégés l'année dernière, qui étaient des fonds flexibles qui étaient un peu short duration et qui étaient relativement bien, on va dire, répartis en termes d'allocation sur la partie action. C'est vrai qu'avec la baisse des taux, on a peut-être tendance à se dire le marché obligataire va être apporter un peu plus de performance. Donc on aurait pu rester sur ce type de fonds, mais on a considéré effectivement que le marché action était peut-être celui qui risquait d'être le grand gagnant. Donc on a rajouté, peut-être un peu plus forcé notre allocation sur les actions européennes. Et donc on a rentré 5% d'un fonds d'actions européennes. Donc plutôt actions européennes, alors qu'on rappelle que le reste de l'allocation d'actifs est plutôt international. Exactement. Sur la partie action. Ok, merci beaucoup Nadine Trémolière. Tout de suite, on retrouve Georges Delataille pour son journal décalé.
L'actualité parle beaucoup d'une guerre tragique aux portes de l'Europe. Je vais vous parler d'une autre guerre, clé pour l'industrie de la gestion de patrimoine, mais heureusement beaucoup moins tragique. Jean-François, est-ce que vous connaissez McGuinness ? On pourrait penser à une marque de bière bien connue. Eh ben non, moi je souhaite vous parler de Mairead McGuinness, qui est la commissaire européenne des services financiers. Cette commissaire européenne a un dada, qui est tout simplement d'interdire les rétrocessions des distributeurs de produits d'épargne. Les CGP ont commencé, comme vous le savez bien, depuis quelques années à facturer des honoraires, mais de là à totalement renoncer aux rétrocessions, je vous laisse imaginer le cataclysme qui pourrait se prévoir sur le marché. Berlin s'y oppose, Berlin est donc un soutien, et c'est une véritable guerre de tranchées qui a tendance à se mettre en place en Europe. La Fédération bancaire européenne s'inquiète aussi d'une perte majeure de revenus dans la mesure où les banques et les assureurs qui distribuent ces fonds perdraient une grande partie de leur chiffre d'affaires. Mais essayons de comprendre pourquoi est-ce que Mairead McGuinness souhaite cette réforme. Elle veut réduire drastiquement les coûts auxquels sont confrontés les investisseurs particuliers en se basant sur deux pays qui l'ont déjà fait, le Royaume-Uni qui depuis a quitté l'Europe et les Pays-Bas. Elle explique notamment que dans ces deux pays, l'annulation ou la baisse très très forte, l'interdiction des rétrocessions a permis une baisse forte du coût des produits financiers et donc du coup une augmentation du rapport qualité-prix pour les épargnants dans ces pays-là dans le cadre de l'achat de produits financiers. Je veux pas jouer, Georges, les oiseaux de mauvaise augure, mais franchement sur le sujet, on est quand même sur un coup de billard à 3 bandes. Vous me direz, c'est traditionnel dans les débats européens. Sauf qu'à mon sens, il faut vraiment pas partir en se disant que rien ne va changer. Pourquoi ? On a noté notamment des évolutions de position lors de la conférence annuelle de l'ACPR. Son vice-président, Jean-Paul Faugère, avait été relativement rude. On vient de voir que les sénateurs viennent de réintervenir sur le sujet en rajoutant une couche. Donc moi, juste, si j'ai un petit conseil à donner, c'est juste d'envisager un plan de continuation de l'activité avec potentiellement un modèle économique un peu différent. Oui, vous venez d'en parler du Sénat et des sénateurs, donc je vais vous parler de deux sénateurs, Husson et Montgolfier, qui ont fait un rapport en 2021. Bon, rien de trop original, mais le thème est intriguant. Le thème est la protection des épargnants, payer moins et gagner plus. Le point clé de leur rapport, c'est tout simplement la fameuse transférabilité des inter-entreprises, donc entre les compagnies d'assurance, des contrats d'assurance vie. Florence Lutzmann, la présidente de France Assureur, a présenté ses vœux à la presse il y a quelques semaines. J'imagine que vous y étiez, Jean-François. Et dans cette cérémonie des vœux, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a tout simplement dit que c'était un énorme risque, car cela risque de diminuer grandement les rendements des contrats des fonds en euros. Pourquoi ? Parce que les assureurs vont avoir une horizon d'investissement beaucoup plus faible et la durée moyenne aujourd'hui est de 12 ans. Avec cette transférabilité, de combien elle serait ? C'est bien compliqué de le savoir. Et en plus, ça ne s'arrête pas là, parce que coup de tonnerre, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière au Sénat ? Un projet de loi a été voté. Il ouvre tout simplement accès à la transférabilité des contrats d'assurance vie entre compagnies d'assurance au bout de 8 ans. Un sujet dont on parlait depuis longtemps, depuis la loi Pacte en 2019. Réponse du gouvernement, Jean-Noël Barrot, ministre délégué, bien connu des CGP, s'est dit que dans l'absolu, il était favorable à la proposition, mais qui pensait qu'il y avait une divergence d'appréciation du gouvernement sur la transférabilité externe, parce qu'il a pointé tout simplement un risque significatif de la stabilité financière. Ce risque, selon lui, les premiers perdants seront les épargnants. Donc pour l'instant, le gouvernement a sifflé la fin de cette réforme. Le texte semble donc être mort-né, mais il n'est pas encore revenu à l'Assemblée. Des surprises sont donc possibles. En fait, le sujet de la transférabilité, on va être honnête, c'est un sujet d'épargnants et d'assureurs. Le vrai sujet pour les distributeurs, il est tout autre, c'est quand même le partage des commissions. Et ce sujet-là, il existe déjà aujourd'hui avec la problématique de la transférabilité interne. Et tel est notamment le cas chez tous les acteurs qui ont beaucoup de distribution externe. Oui, alors on va parler un peu d'une autre transférabilité, entre guillemets. Les sénateurs, encore eux, ont supprimé une incitation fiscale qui permettait, via la loi Pacte, de transférer des sommes investies dans un contrat d'assurance vie vers son plan d'épargne retraite. Vous avez parlé dans l'introduction, on parle beaucoup de la réforme des retraites, grande grève aujourd'hui, et il y a un député socialiste qui a expliqué, ce qui est assez vrai, que c'était pas tout à fait opportun, en pleine crise de la retraite, en pleine manifestation, d'aller favoriser un texte qui, lui, encourage finalement la retraite par capitalisation, ce qui est loin du texte en cours. Petite information en plus, les sénateurs, dans le cadre de cette même PAC, entre guillemets, ont adopté 2 amendements qui encadrent les frais bancaires et les frais de succession pour limiter certains abus. Et je vous en rajoute une petite couche, parce qu'il y a aussi un vote contre
l'avis du gouvernement d'un amendement sur les publications annuelles des rendements de la part des assureurs. Alors, c'était assez drôle parce que le gouvernement a argué pour être contre ce texte que trop d'informations tuaient l'information. Et moi, j'aurais tendance à lui dire que les gouvernements seraient, les professionnels seraient en droit de retorquer au gouvernement. Mais pourquoi donc, si trop d'informations tuent l'information, vous nous avez filé de telles contraintes avec les paperasses sur l'épargne retraite, avec ces tableaux gigantesques à fournir aux clients? Oui, paperasses, on en parlait aussi le mois dernier avec le DIC et tous ces éléments-là. Vous devez me trouver bien pessimiste, et ben je vais essayer de vous apporter un peu de sérénité, lumière douce, musique tamisée. Vous allez me dire de quoi je vous parle? Eh ben, je vous parle de l'ambiance des CGP aujourd'hui. Non, Jean-François, je vous promets, je n'ai rien fumé. J'ai seulement lu le baromètre des CGP fait par Norcia pour le 4e trimestre 2022. Malgré la volatilité sur le marché, leur observatoire note une réelle sérénité de la part des conseillers en gestion de patrimoine en regardant les mouvements de collecte et d'arbitrage de plus de 1200 cabinets, donc une part non négligeable du marché. Le phénomène est particulièrement perceptible sur les contrats en assurance. Pour ces derniers, les unités de compte ont capté 63% des volumes de collecte, le reste 37% étant donc sur les fonds en euros. Parmi les UC les plus plébiscités, on retrouve les supports immobiliers avec 32,5% des versements. Pour les autres actifs, il y a un large désintérêt de l'obligataire en n'attirant que 5,5% des versements. La collecte sur les fonds actions a aussi touché un point bas sur l'année avec seulement 6% des versements effectués. Et quand on regarde dans le détail, les fonds actions internationales et les fonds actions sectoriels sont ceux qui ont le plus investi. Ce 4e trimestre, il s'est aussi révélé particulièrement actif et s'établit sans contexte comme la période avec le plus de volume sur la partie compte-titres. La corrélation entre le niveau des marchés financiers sur l'année et les volumes observés est très grande. À nouveau, qu'est-ce qu'on constate? Les produits structurés qui se démarque comme étant la catégorie privilégiée de ce segment. Souplesse, réactivité et absence de contraintes sont d'autant de facteurs qui permettent à cette classe d'actifs de se développer sur la partie compte-titres. Enfin, sur la partie OPCVM, le dernier trimestre aura marqué un retour des plans de fonds obligataires datés à terme dans les volumes. Sur les poches actions, des allocations en compte-titres, le volume est désormais désormais équivalent à celui observé sur la partie obligataire. Bref, tel que je vous connais, vous allez trouver que c'est des chiffres encourageants. Est-ce que vous n'avez que des chiffres encourageants pour nous? Alors, les CGP sont optimistes, effectivement, mais j'ai aussi lu un baromètre fait par la BPCE et réalisé par deux économistes, Alain Tourgeman et Éric Buffando, et ils sont beaucoup plus prudents. Quand on regarde, ils nous disent que l'épargne des Français a atteint un pic inimaginable lors de la période Covid. Tout simplement, les salaires étaient maintenus, on n'avait plus de quoi dépenser. Il n'y avait plus rien à dépenser. Et ce taux reste très élevé avec 16,7% à fin 2022. Taux élevé, pourquoi ? Ce sont les restes de la période Covid et une vraie inquiétude de la part des Français qui ont envie de reconstituer leur bas de laine et donc de reconstituer leur épargne de précaution. Vous allez me dire, Jean-François, mais c'est génial, plein d'opportunités de placement, plein d'argent à placer pour les CGP. Mais quand on regarde dans le détail, on constate malheureusement qu'il y a un fort ralentissement des placements cumulés. Alors cela dit, le sujet est assez intéressant d'un point de vue pédagogique parce qu'on va être très honnête, pour les CGP, le taux d'épargne, c'est un indicateur qui n'a strictement aucun intérêt, d'autant qu'il intègre notamment les revenus qui sont capitalisés. En revanche, les flux de placement peuvent être totalement déconnectés du taux d'épargne, et en particulier par le phénomène du crédit immobilier. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez un couple de jeunes qui va acheter un bien immobilier, qui va l'acheter 100, qui va se faire financer 110 par la banque, et il va l'acheter un couple de seniors. Donc le couple de seniors, il va toucher ses 100, il va éventuellement remettre un bout sur l'immobilier, mais en pratique, il aura quasiment toujours un solde qui va rester dans l'univers financier. Ainsi donc, on a transformé un flux de crédit immobilier en flux d'épargne financière. Et naturellement, quand vous avez la production de crédit immobilier qui baisse, comme c'est le cas actuellement, vous avez un effet sur l'épargne financière. Et à cet effet, rajouter un autre phénomène, là encore lié à l'immobilier, c'est le fait que les banques réclament aujourd'hui de l'apport personnel. Et l'apport personnel, on va le trouver où? Dans de l'épargne financière. Et donc, on va donc effectivement se retrouver éventuellement, en dépit d'un taux d'épargne qui reste très élevé, avec des flux de placement financiers
légèrement en baisse. Bref, ça risque d'être un peu moins bien demain qu'hier. Merci beaucoup. Vous avez quand même cassé mon enthousiasme, Jean-François. Je suis désolé, mais je suis toujours comme ça. Merci en tout cas, Georges, de toutes ces informations décryptées. Et je le précise pour les fidèles, on vous retrouve en exclusivité sur LinkedIn et sur Et Plus Encore pour votre mercato du marché. Tout de suite, c'est la femme dans l'actu. Une femme dans l'actu avec nous, Hélène Lamont. Hélène, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, vous êtes directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneur. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, c'est un jour de grève et je suis d'humeur badine. J'ai une question à vous poser, j'ai 2 fiches, j'ai 2 questionnaires possibles. J'ai le feu de l'amour ou bien Alain Souchon. Vous choisissez lequel ? Les feux de l'amour, bien sûr. Allez, on attaque donc avec le questionnaire Les Feux de l'amour. Vous êtes une habituée de ce plateau. La dernière fois que vous étiez venue, c'était au mois de juin dernier pour nous parler de votre nouvelle offre. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par un rappel de l'épisode précédent. Eh bien, écoutez, merci Jean-François de me donner la parole. Et puis surtout, merci d'inaugurer cette nouvelle chronique, Une femme dans l'actu. Donc, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, effectivement, on a lancé en juillet 2022 au sein de CGP Entrepreneur notre offre 360 qui permet vraiment pour nos adhérents de faire du sur-mesure sur la partie outils et services. Donc, c'est eux qui choisissent en fait exactement ce dont ils ont besoin. Et bien sûr, ces offres vont pouvoir être complètement gratuites puisqu'elles vont être payées avec des points. Ces points étant générés en fait par de la collecte ou par des encours intermédiaires. Si ma mémoire est bonne, vous nous aviez aussi à cette occasion annoncé de nouveaux partenariats. Tout à fait. Donc, on a 2 nouveaux partenariats sur la partie outils, bien sûr. Vous savez que une des grandes préoccupations des CGP, c'est la digitalisation, de leur métier. Donc, on a référencé de nombreux nouveaux outils. Les derniers, c'est Odonatech et Diptinvest. Et puis aussi des nouveaux services qu'on a mis en avant, notamment un service recrutement, puisque notre rôle, c'est d'accompagner nos adhérents dans le développement de leur cabinet. Et le recrutement en fait partie. Il n'y a pas que de la croissance externe, il y a aussi de la croissance interne. A-t-elle déclenché les feux de l'amour de la part des CGP ? Tout à fait, puisqu'on a été ravis d'accueillir 29 nouveaux membres au sein de CGP Entrepreneur. Et puis, on a également, par leur intermédiaire, réalisé un peu plus de 250 millions de collectes, en progression de 25% par rapport à l'année dernière. Alors là, vous êtes en train de me parler de la progression de la collecte, 25%. Si on regarde dans le détail, est-ce qu'il y a des segments qui tirent la collecte plus que d'autres ? Alors chez nous particulièrement, c'est l'immobilier, puisqu'effectivement, on a mis en place un service de conciergerie immobilière pour accompagner nos CGP qui sont plutôt financiers sur cet aspect. Donc on remarque que sur l'année 2022, c'est plus 54% de progression sur la partie immobilier, je vais dire, dans le dur. Et puis on a également beaucoup travaillé le référencement des SCPI et notamment de la formation sur le sujet, puisqu'entre 2020 et 2022, c'est une progression de 100% sur le sujet. Vous confirmez, faire de l'immobilier, ça permet de fidéliser la clientèle ? Tout à fait. La fin du Pinel, c'est grave, docteur ? La fin du Pinel, c'est grave si on ne se prépare pas à des fins qui sont toujours annoncées. Vous savez qu'il y a beaucoup de fiscalité qui concerne l'immobilier et que le rôle du CGP, c'est toujours d'adapter en fait son conseil à la situation du client. Donc le Pinel pouvait répondre à un certain nombre de situations, mais toutes les autres fiscalités existent, le démembrement notamment, les fiscalités de meublé dans le neuf ou dans l'ancien, avec la location gérée, mais aussi tout ce qui concerne le déficit foncier, Malraux, monuments historiques, voilà, sont effectivement des éléments qui permettent au CGP de continuer de conseiller leurs clients sur le sujet. Vous avez choisi ce questionnaire-là, donc j'ai une question toujours d'amour. Est-ce que vous avez toujours un amour immodéré pour la conformité chez CGP Entrepreneur ? Je vous confirme que c'est notre service phare qu'on continue de muscler avec notre responsable conformité Clément Vaudanden. Et là, on travaille sur de nouveaux sujets, toujours en co-construction avec nos adhérents qui font partie du comité d'orientation stratégique, notamment sur des sujets, par exemple, de plan de continuité d'activité. Ok. Est-ce que vous êtes curieuse ? Très. Est-ce que vous aviez envie de savoir ce qu'il y avait derrière ce questionnaire-là ? Je vous écoute, Jean-François. J'ai un titre de chanson. J'ai 10 ans. C'est pas vrai. Et si, pourtant, cette année, vous avez fêté vos 10 ans ? Eh oui, CGP Entrepreneur a 10 ans cette année. Qu'est-ce qu'on tire de l'évolution de la maison en 10 ans ? Quel bilan on fait ?
Le bilan qu'on fait, c'est que CGP Entrepreneur a réussi à se réinventer à partir de 2020. Donc, c'était pas lié au Covid, c'était plus lié effectivement à la mise en application des réglementations MIF 2 et DDA sur lesquelles on a souhaité très fortement accompagner nos adhérents. Et c'est là qu'on a pris la décision effectivement de se positionner comme un groupement de services, le produit n'étant qu'un service qu'on va donner à nos adhérents par le biais de sa sélection. Qu'est-ce qui vous distingue auprès des CGP ? Je pense que ce qui est très important au niveau du groupement, c'est qu'on est en permanence à l'écoute de leurs besoins. Le monde change très vite aujourd'hui. Il faut en permanence se renouveler, innover pour toujours effectivement satisfaire les CGP. Vous parliez tout à l'heure de co-construction. Comment vous la mettez en œuvre ? Alors très simplement, on a créé donc un comité d'orientation stratégique avec une charte qu'on a écrite donc avec nos adhérents en fin d'année. Et en fait, à chaque fois qu'on a un sujet de stratégie du groupement, on va effectivement demander aux membres du comité d'orientation stratégique de nous accompagner et de construire avec nous, c'est pour ça qu'on dit co-construire justement, un certain nombre de services, d'outils et de projets. Alors j'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Alors vous allez fêter votre anniversaire. C'est bien de regarder le passé, c'est bien aussi de regarder l'avenir. Quels sont vos projets aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a créé un département structuré au sein du groupement CGP Entrepreneur, notamment en partenariat avec le Club Élite Patrimoine qui est présidé par Maurice Juillard, puisqu'on a décidé aussi de mettre en œuvre tout le poids du groupement pour rendre service à nos adhérents sur ce sujet des structurés, qui est un sujet qui est très complexe. Donc on va aider en 2023 nos adhérents avec une sélection de produits sur le sujet grâce à notre taille. Sujet d'actualité, il y a aujourd'hui des grèves à l'occasion de la réforme des retraites. Est-ce que le sujet de la retraite et de l'épargne retraite est un enjeu majeur ? Le sujet de la retraite est un enjeu. L'épargne retraite en tant que telle fait partie des éléments et des outils qu'a le CGP pour répondre à la préoccupation de la retraite de son client. Mais la seule épargne retraite via le PER n'est pas la seule réponse. L'immobilier peut en être une, l'allocation d'actifs en SCPI une autre, l'assurance vie aussi bien sûr, et puis toutes les techniques patrimoniales que l'on connaît. Ma dernière question, on le fête quand cet anniversaire ? Je peux pas vous le dire, Jean-François, je suis navrée, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va continuer de le faire sous le sceau de la finance responsable, puisque c'est l'orientation qu'on a donnée au groupement en 2022, et je remercie encore Pascal Bossan, qui était la marraine de notre événement à Deauville sur le sujet. Et puis surtout, on va faire la fête pour remercier tous nos adhérents, mais aussi tous nos fournisseurs qui nous accompagnent maintenant depuis 10 ans. Bon, mais vous reviendrez sur le plateau pour nous donner la date. Merci beaucoup, Hélène Lamont, d'avoir été avec nous dans cette émission. Tout de suite, on continue justement pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur. La finance responsable, c'est le club de la finance autrement. Le Club de la Finance Autrement, première émission de l'année 2023. Avec nous, nos invités. Il est directeur de la gestion d'Ecofi, Olivier Guillot. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et avec nous également, fidèle au poste, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management, Arnaud Faller. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors naturellement, on va parler finance durable, on va parler réglementation, parce qu'on sait toujours qu'il y a beaucoup de réglementation. Mais on va pas commencer par ça. Aujourd'hui, on va commencer par parler des marché. 2022, une année compliquée potentiellement pour la finance durable. Arnaud, je vais commencer avec vous. L'année a été compliquée si l'on regarde la partie action. De manière générale, les actions, elles ont marqué le pas. Toutes les classes d'actifs actions de tous les pays ont baissé. À cause des hausses des taux, c'est les valeurs de croissance, voire d'hypercroissance, qui évidemment ont vu leur cours délaissé. Pourquoi ? Parce que les valorisations en termes de PE, évidemment, ça supporte pas, quand les PE sont élevés, ça supporte pas des hausses des taux assez conséquentes qu'on a eues. Ok, on rappelle la technique, entre guillemets, on actualise les flux et plus le taux d'intérêt pris en compte est élevé, plus c'est pénalisant. Exactement. Surtout pour les valeurs de croissance où on actualise la croissance à au-delà de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut aussi bien voir aussi que les valeurs pétrolières, de manière générale, ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que le pétrole, mais pas que, puisque le gaz aussi a bien monté. Et donc, c'est des valeurs énergétiques qui ont été vraiment favorisées par les investisseurs en 2022. Et les valeurs énergétiques, qui, on le sait, sont toujours un peu problématiques dans les portefeuilles finances durables. En tout cas, il faut faire le tri et pas seulement prendre l'ensemble des valeurs énergétiques. Ok, on vient de parler avec Arnaud de la situation sur les actions. Olivier, je voudrais qu'on parle de la situation sur les taux, parce que est-ce que finalement, c'est pas là qu'a été la plus grosse
incompréhension pour les investisseurs, la situation des taux d'intérêt, notamment des taux d'intérêt à long terme? Oui, l'année dernière, il y a eu un mouvement de hausse des taux d'intérêt assez considérable. Ce mouvement, il était attendu, mais pas dans des proportions aussi rapides. Donc tout ça est lié effectivement aux volte-face des banques centrales qui ont changé de communication au cours d'année, qui ont mis en avant la lutte de l'inflation et donc la hausse des taux à tout prix, peu importe l'impact sur l'économie. Donc ça a eu cette traduction sur les marchés obligataires avec un millésime assez désastreux, hein, puisque l'ensemble des maturités ont connu des dépréciations de valeur et ça va jusqu'à moins 30% sur des échéances à 30 ans. Donc ça a été assez considérable. Voilà, et donc du coup on en profite encore, comme on vient de le faire avec Arnaud, pour faire un peu de technique. On rappelle la sensibilité d'une obligation. En fait, plus les taux sont bas, plus l'obligation est sensible à un mouvement de taux d'intérêt. Et comme les taux étaient à zéro... Oui, donc il y a une forte impact sur la valorisation, effectivement, avec des coupons également qui sont très faibles. C'était l'histoire des années passées, avec des taux qui étaient négatifs. Donc les coupons étaient très faibles, et donc c'est un impact un peu plus sensible à la hausse des taux. Est-ce que la finance durable, on voyait tout à l'heure ce que nous disait Olivier sur la partie action, vous rajoutez des éléments sur la partie taux. Est-ce que globalement, les fonds estampillés ISR ont souffert plus que les autres de par leur nature même l'an dernier? Oui, c'est très clair. Hein. Donc Arnaud l'a déjà évoqué. Donc il y a une problématique liée aux secteurs qui ont bien performé en bourse. Donc on pense évidemment, on l'a dit, aux énergies fossiles. Il y a également l'armement. Donc deux secteurs a priori qui ne sont pas d'investissement favoriser ce type d'actifs. Et au-delà de ça, c'est évidemment l'impact valorisation avec la hausse des taux. Donc qui a pesé, puisque structurellement on est plutôt sur des valeurs de croissance. Alors on ne parle pas forcément de valeurs d'hypercroissance, mais il y a un impact très fort sur la valorisation. Et puis également, pour les fonds qui interviendraient sur des obligations green bond, ce marché, c'est un marché qui va plutôt sur des émissions à plus de 10 ans. Et donc, il y a une sensibilité forte. Une sensibilité structurelle également forte, donc qui a pesé. Donc, c'est clairement un très mauvais millésime 2022 sur les thématiques autour de la transition écologique et énergétique. Arnaud, si on regarde dans le détail, chez vous, il y a pas mal de thématiques. Vous aimez bien travailler la logique de l'ISR à travers des thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques qui se sont distinguées par rapport à d'autres? Et est-ce qu'il y a des thématiques qui ont plus souffert que d'autres? Oui, alors les thématiques liées à la valeur décroissance, évidemment, ça a un peu plus souffert, liées à la technologie au sens large. En revanche, dans la sphère climat, notre fonds Climat Action fait peu ou prou un peu mieux que l'indice, donc finalement, ça en est bien sorti. L'indice, vous prenez comme indice de référence un indice mondial, action mondiale traditionnel. Exactement. Donc ça en est plutôt bien sorti. Et notre fonds centré sur l'hydrogène s'en sort très bien, au-delà de l'indice. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, dès le début, on avait en tête qu'on voulait jouer l'ensemble de l'écosystème hydrogène et pas que les sociétés d'hypercroissance pointues. Donc on joue à la fois, évidemment, les producteurs d'énergie verte, mais aussi les apporteurs de technologie, que ce soit les membranes, les électrolyseurs, mais aussi les distributeurs et les utilisateurs. Et l'ensemble de cet écosystème a un biais un peu value. Et donc, franchement, c'était plutôt une bonne idée de compléter les investissements par ce type de fonds. D'abord, c'est un fonds de long terme, parce qu'évidemment, l'hydrogène va être vraiment une source de solutions pour la transition énergétique, avec l'Europe à la clé, l'Europe lead, on pourra y revenir, mais ensuite, vraiment pour des considérations purement de marché, avec des valorisations plus faibles que celles des indices classiques, s'en est très bien sorti, et on a d'ailleurs le fonds maintenant atteint 1 milliard d'euros. Il y a eu pas mal de collectes au passage. Dans les sujets dont on a parlé il y a 2 ans environ, c'était les énergies renouvelables. Quel comportement sur 2022, Olivier? Ça va plutôt mieux résister, hein. Donc c'est un peu ce qui ressort en fait dans la thématique, ça a été une source de forte résistance. Ça s'est plutôt bien comporté, donc ça c'est un point positif. Ok, allez, on oublie 2022, on passe tout de suite en 2023 et je voudrais vous faire réagir à ce début d'année en fanfare. Franchement, des marchés actions qui progressent de manière très forte, on l'a vu tout à l'heure avec Nadine Trémolière sur le mois de janvier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Faller? On range nos cannes à pêche et on part en vacances? Non.
Effectivement, c'est en fanfare et il faut pas prolonger les traits. Croire que chaque mois sera le même que le mois de janvier, c'est illusoire. Parce qu'on a, en gros, on a fait une petite dizaine de %. Donc, mais on pense que cette tendance peut se poursuivre. Pourquoi? Parce que justement, on a en gros baissé les deux grands risques adverses à côté de ce scénario où ça va beaucoup mieux. Les deux grands risques adverses, c'était quoi? C'était la crise. Franchement, si oui ou non on avait une récession sévère, on voit que aux États-Unis, ça ralentit en douceur, mais pas de récession sévère. En Europe, on avait, rappelez-vous, à l'automne, on pensait on allait tous couper tous les courants, que ce soit la production ou même les ménages. Finalement, il y a eu des efforts de fait, que ce soit du côté sobriété des ménages, mais aussi des entreprises. Donc finalement, Sur ce coup récession, on dit merci à la Chine ou pas? on dit aussi merci au réflexe de dire finalement, quand il y a des difficultés, on s'organise pour passer outre. Donc, résilience en Europe, évidemment réouverture en Chine, mais c'est arrivé même après. Hein. Et ensuite, l'autre scénario adverse qu'on avait et qui a été l'occasion des grandes attaques de bourse en 2022, c'est l'inflation, oui ou non, est-ce qu'elle va être hors de contrôle? Et là, il me semble aussi, aux États-Unis, ça fait 5 mois que ça baisse, l'inflation totale. Il me semble qu'il y a encore un peu de réservoir de baisse, notamment le logement, on sait qu'il y a un décalage et qui va arriver dans les chiffres. En Europe, c'est un tout petit peu plus compliqué. Probablement, il y a une différence de cycle. La BCE est quand même à la manœuvre, mais l'inflation aussi pourrait au moins se stabiliser, voire baisser en deuxième partie. Olivier, vous partagez vous me permettez l'expression, Arnaud, optimisme relatif? Exactement. Votre sentiment, vous, chez Ecofi, sur ce début d'année assez tonitruant, où on a eu en fait des remontées de taux courts, des baisses de taux longs et des remontées des actions. Ce qui finalement, étant donné qu'on a expliqué pourquoi ça avait baissé sur les actions en 2022 à cause des taux, on a un peu aussi l'explication de pourquoi ça remonte en début 2023. Oui, globalement, sur la photographie, je suis assez d'accord. Il faut quand même souligner quelques paradoxes. Donc effectivement, on a l'évolution macro qui évolue dans le bon sens, le risque géopolitique aussi qui reste incertain, mais en tout cas pour l'instant qui ne pèse pas sur les situations. Donc le risque macro, finalement, il est lié ce qui avait pénalisé l'année passée, hein, donc c'était la Chine avec l'abandon de la stratégie zéro Covid, et puis c'est surtout la détente qu'on connaît sur les prix de l'énergie, contre d'ailleurs toutes les prévisions attendues sur les déséquilibres, et donc ça c'est plutôt un point positif. Je disais des paradoxes parce qu'il y a une divergence finalement entre l'évolution des marchés actions, qui ont pricé un rebond, une sortie favorable, et puis l'évolution des taux d'intérêt qui s'enfoncent en territoire, continue de baisser avec une forte inversion qui se prolonge notamment aux États-Unis. On voit bien que quelque part, il y a deux scénarios qui sont en place. Globalement, l'autre message qu'on veut dire, et là encore c'est un paradoxe, en 2022, le marché avait été totalement drivé par les annonces des banques centrales, et on voit bien que le marché s'écarte un peu de la parole des banques centrales, et donc on va quelque part privilégier plutôt les chiffres, comme le disait Arnaud, de désinflation sur l'inflation large, et on va peut-être occulter certains aspects un peu plus sticky, comme on dit, donc d'inflation cœur, qui imprime un peu à la hausse. Et donc, il y a quand même ce paradoxe à réguler. Dernier point sur, effectivement, les risques de récession. Clairement, ce que disait Arnaud correspond à la réalité, c'est-à-dire que on a une situation qui est bonne aux États-Unis. On a encore eu des chiffres d'emploi qui étaient assez stratosphériques. Puis en Europe, on a écarté, pour les raisons, effectivement, de sobriété et d'absence de rupture de chaîne d'approvisionnement, on a écarté la problématique d'une récession limitée dans le temps et assez faible. Pour autant, on reste pas dans un scénario où on va avoir un rebond massif. On va rester dans quelque chose de relativement mesuré. Question sur ce que vient de dire Olivier, où je voudrais une réponse. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème entre, d'un côté, une vision des marchés qui est assez favorable, et quelque part une vision des banques centrales qui est plus dure? Est-ce qu'à un moment, les deux devront se rejoindre? À court terme, les deux sont en phase. La question, c'est plutôt fin de l'année, notamment pour la Fed. Les marchés voient déjà la Fed rebaisser
fin de cette année, alors que la Fed, pour l'instant, dit « je maintiendrai mes taux pendant longtemps ». C'est là où c'est pas sûr du tout. Il faudra effectivement avoir la convergence, mais on pense que plus les chiffres macro, encore une fois, c'est pas une récession, mais pour autant, il y a un ralentissement très net. Nous, il semble que la Fed aussi baissera ses taux. Il faut se rappeler historiquement, entre la dernière hausse et la première baisse, la Fed a fait entre 6 et 9 mois. Donc finalement, on y est presque à ce scénario-là. Pas besoin de répéter, d'accord, c'est la logique du débat. Oui, non, mais encore une fois, le sujet, c'est pas d'acquiescer toutes les hausses qui étaient dans le marché. On n'y a jamais cru. Le sujet, en fait, c'est quelle est la durée du maintien des taux à un niveau élevé. Donc, on est plutôt sur l'idée qu'effectivement, sur 2023, on s'attend à une stabilité des taux. Ok. Je rebondis maintenant sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur l'Europe. Vous nous avez dit finalement, dans les éléments positifs, l'Europe nous a montré une incroyable capacité d'adaptation, notamment par rapport à cette problématique énergétique. Est-ce que l'Europe se bouge ? Oui, il me semble que c'est une bonne nouvelle. Évidemment que la guerre en Ukraine est un facteur d'accélération, et notamment du côté des Allemands, mais pas seulement. Mais les Allemands ne veulent plus dépendre du gaz russe. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent aussi dépenser. C'est-à-dire que où sont les marges de manœuvre en Europe ? Il faut juste se rappeler, c'est quand même du côté du budget allemand. On a en France un peu, mais pas beaucoup. Donc, les Allemands ont décidé de ne plus dépendre du gaz russe. Et il faut se rappeler que toute l'industrie allemande dépend de l'énergie à haute dose. Et donc, il va y avoir des grands plans. Et ça commence. D'autant plus que les Américains ont bougé. Il faut juste se rappeler que l'Inflation Reduction Act est en fait aussi très centré sur l'énergie, et que l'Europe avait un énorme handicap, c'était que face aux Américains, les Américains avaient de l'énergie qui venait de chez eux à bas prix. Nous, on avait de l'énergie qui venait de l'extérieur très cher. Donc, ça bouge. Donc, vous avez vu, l'Europe a décidé de faire une taxe de carbone aux frontières. Là, il va y avoir un sommet la semaine prochaine, aussi centré sur l'énergie. La souveraineté énergétique va être vraiment en haut de la pile de tous les agendas, et il y a un alignement sphère publique et privée, parce que, encore une fois, les industriels dépendent de ça. D'où le fait qu'il y aura des plans sur l'hydrogène, encore une fois, avec des montants assez forts, mais l'Europe va pouvoir bouger, et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, on va plus être timide sur l'aspect protectionnisme. Il semble que l'Europe, c'était du genre, mon marché est très fort, venez, que ce soit les Américains, les Chinois, même d'autant plus que... Les plus libéraux, les libéraux, quoi. Venez donc, tout est ouvert. Venez donc vous servir chez nous. Historiquement, l'Europe, c'était ça. D'autant plus que les Allemands et tout ne voulaient pas de mesures de rétorsion de la part des autres. Là, enfin, sur l'énergie, il commence à y avoir des gens qui disent « Oui, on doit pouvoir mettre taxe carbone, taxe pour les pollueurs. Sous-entendu, certes, vous pouvez vendre ou de l'énergie ou des biens, mais à condition qu'ils soient conformes à la transition énergétique. » Et donc, l'Europe va pouvoir s'organiser petit à petit. À horizon 2 ans, il faut être plus optimiste qu'on l'était il y a quelques années. Parfait. Olivier, beaucoup des encours gérés par Ecofin sont sur les marchés européens. Est-ce que vous vous dites, vous aussi, que l'Europe est en train que finalement, cette crise énergétique a des effets salutaires ? Bien sûr. On revient à la souveraineté énergétique. Et après, il y a des plans d'investissement qui sont très, très forts. La question, c'est comment on gère la période de court terme, finalement. Donc, cette année, on l'a bien géré, puisqu'on avait des craintes sur les problématiques de production. On avait des chiffrages assez prohibitifs sur le coût de l'énergie dans la production. Donc les choses se sont bien passées. Après, il y aura peut-être un point de passage encore cet hiver. On verra, mais il y a une évolution qui est assez sensible, et il y a une vraie volonté politique. Et encore une fois, ce qu'on avait connu dans le passé, qui était le point de blocage allemand, est en train d'être levé. Donc ça, c'est très positif. Mais ça prendra du temps et ça va coûter cher. Ok. Question maintenant simple en termes d'allocation d'actifs. Je vous demande une réponse en un mot. Est-ce qu'après la hausse du début de l'année, il faut être sûr, sous-pondéré ou simplement pondéré sur la partie action ? Nous, on est plutôt à pondérer. On pense que même les choses ont été très vite. Mais donc, on est plutôt sur une petite pause. On serait globalement encore favorable, avec une préférence action zone euro émergent au détriment des marchés américains. Parfait. Allez, on continue. L'un des faits majeurs, quand même, de la séquence 2022-2023, c'est la remontée des taux courts. Ce qui fait que on avait une classe d'actifs qui était le monétaire, qui n'entrait absolument pas dans notre prisme quasiment depuis qu'on fait plus encore. Et puis là, qui apparaît, question
toute bête, puisque c'est le club de la finance autrement, est-ce que le monétaire est compatible avec l'ISR ? Alors, Olivier, je vous pose la question à vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez vous une SICAV bien connue qui s'appelle Ecofi Trésorerie, qui est labellisée ISR. Donc, est-ce que le monétaire est compatible avec l'ISR ? Bien sûr. C'est encore une fois, ce n'est pas qu'une logique de long terme d'influence sur les investisseurs. Donc, ça a du sens d'avoir ce prisme d'analyse supplémentaire, puisque le monétaire, en fait, finalement, c'est la sécurité et la régularité des placements. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on fait de l'ISR de la même façon sur le monétaire que sur la partie action ? Pas forcément, en fait. On n'est pas forcément sur les mêmes logiques. C'est-à-dire une logique de court terme, une logique de long terme. Donc, la logique de long terme, on va plus pondérer peut-être l'aspect économie durable, responsable plutôt, alors que sur le monétaire, on va piloter plusieurs facteurs qui sont aussi la rémunération, la régularité, la sécurité des placements. Donc on va on va étoffer un peu l'univers d'investissement pour avoir une diversification plus large. Voilà. Donc, et puis on a sur le monétaire structurellement des placements autour des banques. Donc les banques sont plutôt bien notées en ISR, mais critiquées, en particulier sur la prise en compte du scope 3 ? Alors ça, pas forcément sur ces aspects-là, mais il y a eu, dans le passé, il y a eu quand même des contentieux, on va dire. Vous parlez du Libor, etc. Donc, voilà, donc il y a quand même une légère volume, puis des déclarations. Donc on n'est plus sur le sujet controverse. Voilà, on est vraiment sur un sujet controverse. Mais au-delà de ça, c'est très important aussi de comprendre en fait la logique qui sous-tend l'ISR. Donc on a eu un développement assez fort des émissions par les entreprises des titres green bond. Et donc les green bonds, en fait, c'est des projets à investissement qui sont pas dépensés le jour 1. Donc c'est des projets qui sont étalés. Et donc le fait d'avoir une SICAV labellisée ISR, ça D'accord. Donc en fait, celui qui émet la green bond, il reçoit de l'argent, il commence à le placer progressivement et il va le mettre en monétaire ISR en attendant. Voilà. Donc ça permet de garder la qualification du projet. Donc c'est très important pour nous aussi d'offrir cette solution d'investissement. Question, Arnaud, on parlait de la remontée des taux courts, on a aussi eu des niveaux de taux longs qui ont quand même sensiblement remonté, on a des spreads aussi, même s'ils se sont un peu réduits, qui ont remonté. Est-ce que ça crée des opportunités ? Parce qu'en fait, c'est marrant. Depuis qu'on se voit dans cette émission, on a toujours parlé que d'actions. Là, volontairement, je vous amène sur les taux pour voir si c'est effectivement... Vous avez raison, c'est Jean-François, une super bonne idée. En fait, les taux réapparaissent. Ça faisait longtemps que les taux étaient à 0 ou 0+. Évidemment, c'était pas forcément attractif en termes de niveau absolu. Donc là, on arrive à des taux, notamment sur la privée, mais un peu aussi sur l'État, où ça redevient attractif pour les personnes physiques. Grosso modo, on est entre 3,5 et 4, ça dépend évidemment de la qualité de crédit. On peut même aller au-delà pour les valeurs très high yield. Mais le point important pour la finance durable, c'est qu'il faut mobiliser toutes les sources de financement. Évidemment les actions, mais la dette, en fait, en termes de poids, ça pèse plus lourd que les actions. Et pour une entreprise, c'est encore plus important. Et sous-entendu, quand on finance la transition énergétique, si tout d'un coup on s'aperçoit que l'entreprise ne fait pas ce qu'elle dit, on peut arrêter les financements et l'effet pour l'entreprise va être encore plus difficile. Donc l'histoire de la dette et de la finance durable se rapproche totalement. Et on peut sélectionner les émetteurs de la même façon qu'on l'a fait sur les actions et en totale cohérence. On peut pas le regarder différemment à gauche et à droite. C'est le même émetteur. Simplement, en plus, sur la dette, il y a des points d'étape précis, les coupons, les remboursements, qui font que, oui ou non, on peut réallouer à ce moment-là. Allez, Arnaud, je reste avec vous rapidement. Parce que c'est franchement des genres de sujets qu'on subit et qui nous énervent souvent, c'est des sujets réglementaires. Qu'est-ce qui change au 1er janvier ? Qu'est-ce qui a changé sur notre secteur au 1er janvier 2023 ? C'est vrai que, encore une fois, la confusion, ça profite à personne. Que ça soit au client final, au distributeur, aux sociétés de gestion et aux régulateurs. Il faut juste se rappeler que même les régulateurs se plaignent de l'absence de clarté des textes. Et notamment, qu'est-ce qu'on subit depuis le 1er janvier ? Toutes les sociétés de gestion doivent communiquer sur leur pourcentage d'actifs durables, Sustainable Investment. Donc, dans les prospectus, vous verrez, il y a le pourcentage à la fois le minimum, mais aussi on communiquera tous les mois sur... Prospectus, on rappelle, avec l'arrivée du DIC à la place du DC, etc., où on est complètement largué en ce début d'année 2023.
Alors pourquoi, en plus, l'actif durable, c'est quelque chose de compliqué? Parce que la définition dans les textes européens, elle fait 4 lignes. Et évidemment, définir l'actif durable en 4 lignes, c'est impossible. Alors que, rappelez-vous, sur la taxonomie, donc la taxonomie, c'est quoi? C'est en gros la part des activités vertes. Là, il y a plusieurs pages et c'est très clair. Et il n'y a pas de différence d'interprétation sur nos acteurs. En revanche, il y a des différences d'interprétation sur les acteurs sur la partie Sustainable Investment, investissement durable. Alors l'AFG... je vais profiter de votre casquette AFG parce que voilà. Vous êtes aussi l'AFG bosse ou pas? L'AFG a bossé sur le sujet. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une définition commune. Alors, en grande masse, en principe, on ne pourra pas rentrer dans une granullarité très fine, mais l'AFG a bossé. On est en train d'établir la définition commune. Que ça soit, faut juste rappeler, c'est quoi l'actif durable? C'est contribuer à un objectif environnemental et social, sans pour autant que ces investissements ne causent pas de préjudice à aucun de ces objectifs, et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Donc il faut les 3 axes. Objectif, sans nuire à tous les autres, et pratiques de bonne gouvernance. Donc on est en train d'établir la définition, et on est en train en gros, faire converger les visions des différents acteurs. La bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, c'est... Ok, que chacun nous raconte pas son truc et que au moins il y a un vocabulaire et une approche commune. Une approche commune et des chiffres communs. Ok, je regarde l'actualité, j'ai vu le lancement d'un nouveau CAC 40 SBT, donc on s'intéresse à la trajectoire climatique. Vous trouvez ça bien, ça, comme idée, Olivier? Le principe du SBT est très bien. Après, est-ce que l'indice est bien? Ça, je laisse les investisseurs regarder. En tout cas, le SBT, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un peu notre cheval de bataille, effectivement, de privilégier en fait une approche par une analyse extra-financière qui soit qui soit indépendante, qui soit auditable, qui soit certifiée. Donc, on évite des modèles internes dans les entreprises. Donc, le fait d'avoir des bases méthodologiques qui permettent de s'engager sur la trajectoire 1,5 degré est pour nous quelque chose de très appréciable. SBT, Arnaud, dans vos réflexions à l'AFG, vous avez pris en compte ou pas? Oui, on est persuadé que le SBT va devenir une référence. Alors, rappelons, le SBT, c'est une émanation de WWF, l'ONU, CDP, qui était l'ONG de référence pour les politiques climat des entreprises, et ça permet de tracer le cap avec une référence commune, encore une fois. Et on est persuadé que ça sera une super idée. Au passage, c'est exactement l'inverse de greenwashing. C'est-à-dire qu'il y a eu des statistiques qui ont montré récemment que les sociétés qui se sont engagées à SBT ont fait bien mieux que leurs engagements. Et comment on l'interprète comme ça? En gros, les sociétés, elles devaient faire moins 4% de réduction d'empreinte carbone. Elles ont fait 8%. Donc, elles ont fait mieux que leur engagement parce que quand une société s'engage à SBT, d'abord, elle signe devant des gens, encore une fois, des tiers, et toute la société s'organise. Évidemment, la direction générale, mais toutes les parties prenantes au sein de la société, ce qui fait que, à la fin, ils arrivent à trouver des sources d'économie d'émissions de CO2 encore plus importantes que ce qu'ils avaient imaginé au début. Arnaud, le CAC 40 SBT, ils n'ont pas été capables de trouver 40 valeurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit misère. Alors le SBF 120, il y a 40 valeurs parmi 120, pas parmi 40. Mais en fait, ça avance beaucoup. Aujourd'hui, le SBT, c'est 40% de la capitalisation en Europe. Les sociétés représentent 40%. C'est beaucoup, un tiers dans le monde. Et alors, pour être précis par rapport à la misère que vous évoquez, c'est pour l'instant les sociétés qui ont eu des targets validés. Mais il y en a bien plus. Il y a des candidats. Il y a beaucoup plus de candidats encore, mais c'est normal, c'est par étapes. On fait un plan. On le soumet, donc ça s'appelle, on soumet au SBT, et oui ou non, on a la target validée. Donc là, c'est la crème de la crème, c'est ceux qui ont eu des targets validés. Olivier, je reviens vers vous. Dans votre gamme, il y a un fonds sur la trajectoire climat. Je parle souvent dans nos émissions de vos reporting, parce que vous mettez tout un tas de critères que vous présentez où vous analysez les fonds. Ça, la trajectoire climat, c'est un indicateur que vous suivez sur tous les fonds. Comment ça se passe? On a des fonds avancés, donc sur la trajectoire climat. Donc sur ces fonds-là, effectivement, on publie la trajectoire 1,5 degré et on regarde un peu le comportement du portefeuille par rapport à son univers d'investissement. Et au-delà de ça, effectivement, compte tenu des évolutions réglementaires et d'une normalisation, d'une standardisation attendue, on va être amené à produire de plus en plus d'indicateurs
pertinent et utile pour les investisseurs. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'enrichir le contenu de reporting. On va notamment publier les ODD également. Donc, bientôt. Les ODD, c'est un bon truc, c'est bien marketé, c'est accessible, compréhensible. Je trouve que ça a une vraie valeur pédagogique en fait. Après, ça mérite d'être documenté et expliqué parce que c'est pas forcément immédiat, mais en tout cas, je trouve que ça a une vraie valeur pédagogique. Oui. Ok, alors justement, on va faire de la pédagogie. Donc ODD, Objectif de développement durable de l'ONU. On va faire de la pédagogie parce que dans les débats qu'il y a pu avoir depuis notre dernière émission, il y a eu SFDR 8 et 9, ceux qui étaient en 9 qui sont passés en 8. Donc on s'est dit, mais on n'y comprend rien parce qu'on nous avait dit. Alors, on va essayer de comprendre. Je vais commencer avec vous, Arnaud, puisque CPR a dégradé, comme d'ailleurs dans l'ensemble du groupe Amundi, un certain nombre de fonds qui étaient en 9, qui sont passés en 8. Pourquoi ? En fait, encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Malheureusement, la définition est très peu précise de la Commission. Donc, l'AFD travaille pour essayer de faire converger. La Commission va normalement publier quelque chose encore avant la fin de l'année. Mais en attendant cette précision qu'il faut, parce qu'encore une fois, il y a des écarts trop forts d'interprétation, c'est plutôt une règle de prudence qui fait que, pour l'instant, avant que les précisions arrivent, on préfère dégrader, passer de 9 à 8. Est-ce que ça a changé vos process ou pas ? Non, justement, la bonne nouvelle, c'est que ça change pas les process, ça change pas du tout l'exigence. Ça change l'affichage. Ça change juste l'affichage. Les exigences en termes de notation ESG, en termes de poids de SBT. Par exemple, dans le fonds Climat Action, on a 75% de SBT. Ça n'a absolument pas changé, c'est juste l'affichage du chiffre passé de 9 à 8. Olivier, alors vous êtes à la contre-courant, mais de toute manière, Ecofi, vous êtes déjà historiquement à contre-courant, vous avez fait du solidaire avant les autres, etc. Donc, vous avez augmenté votre volumétrie en SFDR 9 ? Oui, à la marge. En fait, au-delà de la règle de prudence et de l'incertitude actuelle, on a fait une règle d'engagement. C'est-à-dire qu'on avait des processus de gestion et qui, pour le coup, ça n'a aucune incidence sur les portefeuilles. Donc, l'idée, c'est effectivement de balayer un peu nos process de gestion, la façon dont sont construits les portefeuilles, et on a, conformément à la réglementation, on a défini ce que c'était une règle d'investissement durable. Donc pour ça, on a intégré effectivement les fonds article 9 actuels bâtis autour des stratégies des développements durables, et puis on a complété ces règles par un volet solidaire, un volet solidaire, donc les fonds solidaires. On l'a vu tout à l'heure, ça participe de la réglementation. On a également intégré les stratégies de fonds qui sont alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Et puis, on a également intégré la taxonomie verte, qui était déjà le cas. Voilà, donc on a un corpus un peu réglementaire qui embarque un peu l'ensemble des critères qui, selon nous, sont justifiés dans le cas de l'investissement durable. Ok, dernier point, on est à 30 minutes, on va prendre 2-3 petites minutes supplémentaires. Dernier point dans les évolutions réglementaires, c'est le fait que l'on ait l'obligation pour les distributeurs de recueillir les préférences clients en termes de durabilité. Est-ce que ça va créer des opportunités ? Comment vous voyez ça ? Alors, vous n'êtes pas distributeur, vous êtes gestionnaire, mais vous travaillez avec des distributeurs, vous échangez avec les réseaux. Comment vous voyez ça, Arnaud Falade ? Il faut se rappeler qu'on fait aussi un baromètre l'année dernière, et puis on va le publier pour cette année, sur l'appétence des clients, personnes physiques ou des conseillers, que ce soit CGP ou banque privée, sur l'investissement responsable. Vous me donnez un résultat en exclu ? En gros, il y a une accélération, c'est-à-dire que le poids de l'IR au sein des portefeuilles monte, et la confiance qu'ont les personnes physiques envers l'investissement responsable se maintient à un niveau élevé, quasiment 2/3, et ils ont envie d'augmenter ce poids-là. Donc le train, il est parti. On a parlé de 2022 où il y avait des fois déceptions, mais il nous semble que c'est ponctuel. Et en tout cas, la performance n'est jamais été citée comme un des freins mentionnés par les épargnants. Votre sentiment sur cette question des problématiques des préférences clients, et est-ce que finalement, lorsqu'on vend un fonds ISR et qu'on le vend bien, est-ce qu'on ne tient pas plus le client parce que on lui a pas simplement vendu de la performance financière ? Après, dans le choix d'investissement, effectivement, il y a quand même une documentation qui est très complexe, avec des paramètres qui changent. Bon, avant, on avait plutôt des paramètres
SRRI, donc qui étaient plutôt des indices de volatilité. Maintenant, il y a une dimension supplémentaire, c'est l'indice crédit, donc avec un indice SRI. Donc, avec là encore des normes qui ont changé, on est toujours de 1 à 7, mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, donc Merci l'Europe. En fait, il y a une vraie difficulté. Et donc, au-delà des difficultés qui sont sur des aspects quantitatifs, il faut garder le sens de l'investissement. Et donc, le fait de proposer une stratégie d'investissement qui reste sur des marqueurs forts est, de mon point de vue, assez utile et plus pertinente. Donc, grosso modo, gros travail réglementaire, mais je vous ai entendu en tout cas sur la partie marché, un environnement taux finalement un peu plus favorable, donc plus porteur pour les valeurs de croissance, avec de nouvelles opportunités qui peuvent apparaître sur la partie monétaire ou sur la partie taux qui n'existait pas auparavant. Merci beaucoup Arnaud Faller et Olivier Guilloux d'avoir été avec nous. Que puis-je vous dire? On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale où l'on parlera service. Et puis on se retrouvera naturellement pour notre émission traditionnelle début mars où il sera notamment question de pierre papier. Salut.